Pile 7 heures à Bamako, vous êtes à l'écoute de la Radio Nationale du Mali. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 8 septembre 2025, dépasser la simple maîtrise de l'écriture et du calcul pour inclure l'accès à l'information, la communication et l'utilisation des technologies numériques. L'alphabétisation à l'ère du numérique, c'est le thème de la journée internationale de l'alphabétisation célébrée aujourd'hui. Des actions sont en cours pour introduire l'outil numérique dans les programmes d'alphabétisation au Mali. On en parle dès le début de ce journal. Du carburant au coin de la rue, un danger au coin de la rue, la prolifération des points de vente de carburant dans nos centres urbains et particulièrement dans la capitale inquiète les populations. Un incendie survenu le mois dernier à Djilibougou-Doumanzana relance le débat sur cette proximité des mini-stations avec les habitations. Que dit la loi? Réponse dans le dossier de cette édition. Dans la rubrique 5 ans de la transition, s'intéresse ce matin au développement socio-sanitaire, construction ou réhabilitation de centres de santé, équipement en appareils de dialyse et d'imagerie médicale, en panneaux solaires. Les actions entreprises par le ministère de la Santé et du Développement social sont nombreuses. En toile de fond, l'amélioration de l'accès des Maliens aux soins de santé, mais aussi une meilleure couverture sociale. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, le Burkina Faso évalue les progrès accomplis dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale de modernisation de l'administration. Une réunion présidée par le Premier ministre. Et au Niger, la zone de défense numéro 5 change de commandement. Cérémonie de passation à Difa sous l'œil vigilant du chef d'état-major de l'armée de terre. Un sommet africain sur le climat s'ouvre aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. 45 chefs d'État et de gouvernement sont attendus ainsi que plus de 25 000 militants représentant d'entreprises et d'institutions. Une étape pour clarifier les priorités du continent avant les grands rendez-vous internationaux à venir. L'Assemblée générale de l'ONU, le G20 et la COP en fin d'année notamment. Les sports du foot, jour de match pour les Aigles du Mali. Tom Senfit et ses protégés sont à Accra au Ghana où ils affrontent ce soir les Black Stars. 8e journée dans le groupe I des éliminatoires du mondial. Ici au Mali, Koulikoro repart avec son trophée pour la deuxième fois consécutive. La cité du Méguétan remporte la Super Coupe Générale Assimi Goïta. Nous parlerons aussi basketball. L'Afro-Basket U16 se poursuit à Kigali, au Rwanda. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le 8 septembre. C'est la journée internationale de l'alphabétisation, édition 2025. L'alphabétisation à l'ère numérique, c'est le thème retenu cette année par l'UNESCO. Il s'agit de dépasser la simple maîtrise de l'écriture et du calcul pour inclure l'accès à l'information, la communication et l'utilisation des technologies numériques. Dans un message délivré à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale a évoqué les actions en cours pour l'introduction de l'outil numérique dans les programmes d'alphabétisation au Mali. Batraoré. L'outil numérique est au cœur de la célébration de l'édition 2025 de la journée de l'alphabétisation. L'événement est célébré au Mali sous le thème « L'alphabétisation numérique, clé pour un avenir inclusif et durable » et au plan international, l'alphabétisation à l'ère numérique. Ces deux thèmes traduisent la volonté d'intégrer les compétences numériques dans les programmes d'alphabétisation afin de garantir un accès équitable de tous à l'information et à l'économie numérique. Amadou Si Savané, ministre de l'Éducation nationale. Le choix du thème traduit notre volonté de mettre l'accent sur la transformation profonde qu'impose l'ère numérique. Aujourd'hui, maîtriser la lecture, l'écriture et le calcul ne suffisent plus. Il est devenu impératif d'acquérir aussi des compétences numériques de base pour participer pleinement à la vie économique, sociale et citoyenne. L'alphabétisation numérique ouvre des perspectives à la fois nouvelles et renforce l'autonomie des femmes et des jeunes. La mise en place du portail de l'éducation et bien d'autres actions en projet constituent des avancées dans la digitalisation du secteur éducatif au Mali et surtout dans l'alphabétisation. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, réaffirme son engagement à renforcer les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle, à intégrer davantage les outils numériques dans les dispositifs
d'enseignement et d'apprentissage, à développer des partenariats solides pour doter nos communautés d'infrastructures et de ressources adaptées. Aussi, le ministre Amadou Sy Savané demande des efforts de tous les acteurs de l'éducation pour la poursuite de la numérisation du monde de l'alphabétisation. Il est 7h04, c'est une proximité, voire une promiscuité dangereuse et pourtant c'est devenu presque la règle au Mali. Les points de vente de carburant prolifèrent dans nos centres urbains et particulièrement dans la capitale. À chaque coin de rue, son point de vente. Le danger, c'est justement la proximité de ces stations souvent improvisées avec les habitations. Un problème de sécurité pour les populations. Oui, par exemple, le mois dernier, un incendie faisait un mort et d'importants dégâts matériels à Guélibougou de Manzana. Il y a urgence à agir, mais que dit la réglementation? Élément de réponse dans ce dossier signé Seydou Traoré. À moins de 30 mètres du lycée Fili Dabo Sissoko et à 10 mètres d'une habitation, le point de vente de carburant Goutte d'Or s'est transformé en un entrepôt de véhicules calcinés. Il s'agit là des conséquences de l'incendie survenu le lundi 25 août aux environs de 19h, lorsque le point de vente d'essence a pris feu. Le bilan fait état d'engins hors d'usage et d'un agent de lavage décédé. Nous sommes à Doumanzana, en commune 1 du district de Bamako. Aucune cause exacte de l'incendie n'a encore été déterminée. Daouda Traoré, victime. 19h30, aux environs de 19h30, je suis venu trouver que le feu a pris les lieux. Malheureusement, tout mon véhicule a été brûlé. Les sapeurs-pompiers sont venus, on les a aidés à éteindre le feu. Alassane Touré, habitant à Doumanzana. On n'a pas de préférence sur l'incendie survenu dans ce point de vente, car ce n'est pas un lieu où on doit installer le point de vente au milieu des concessions. Il faudrait que les textes soient respectés. Un point de vente d'essence ne doit pas cohabiter avec les populations. Modibo Traoré, victime. Mon véhicule était stationné dans le point de vente. J'ai brisé les vitres du véhicule avec ma main et avec l'aide des bonnes volontés, j'ai pu sauver ma voiture. Le drame qui a coûté la vie à un citoyen relance aujourd'hui le débat sur l'implantation des points de vente de carburant dans les zones résidentielles. À Bamako, comme dans les capitales régionales, les points de vente de carburant poussent comme des champignons au point qu'il est difficile de parcourir 500 mètres sans en apercevoir. Ce phénomène constitue pour beaucoup de citoyens un réel problème de sécurité. Alphonse Sanou. Qui autorise d'abord ce genre de choses-là? Parce que d'abord, c'est un danger pour l'environnement, un gros danger. Les mesures de sécurité, il n'y en a pas. Sanata Koulibaly, habitante. Dans un quartier comme ACU 2000 là, bon, ça n'a pas trop d'utilité ici en fait, parce que les gens préfèrent aller voir dans les stations. Tambadjan Doubia, habitant à Amdalay ACI 2000. Ces points de vente de carburant ont leur intérêt, car ils ont moins de risques que l'essence vendue dans les bouteilles. Mais des mesures doivent être prises pour les éloigner des domiciles. Je vois peu de risques parce qu'ils chargent le dépôt tard dans la nuit. En ce moment, beaucoup sont couchés. Pourtant, les clients de ces points de vente n'ont généralement pas le choix. Modibo Sogoba, client. L'essence que j'achète dans ces lieux dure beaucoup. Le prix des litres varie 750-700 francs CFA. Je suis un fidèle de ces points de vente. Je ne vois pas de mal. Tiseke Keita, client. Je n'ai jamais pris de carburant dans ces mini-stations. J'ai toujours pensé qu'ils ne vendent pas de bons carburants ou ils trichent. Qu'ils soient situés à côté des domiciles, les responsabilités sont partagées. Si certains habitants tentent parfois d'empêcher leur installation, les textes sont cependant très clairs. Amadou Ba, secrétaire général à la mairie de la commune 1. Le texte législatif, c'est l'arrêté interministériel 1560 du 15 mai 1990 qui régit le point de vente fixe et mobile, qui autorise les autorités municipales à délivrer des autorisations d'occupation du domaine public. Le point de vente goutte d'eau respecte ces conditions. Cet arrêté, on s'en sert pour délivrer ces autorisations qui sont assujetties a priori à une demande formulée par celui-là qui veut implanter un point de vente. La demande qui est arrivée, il y a des services techniques à disposition. Donc on les impute, il y a les services de l'urbanisme, il y a les services de l'assainissement qui est là.
Ensuite, il y a une cellule de la direction urbaine pour le bon ordre et la protection de l'environnement, la DUBOP, qui font tous leur constat. C'est après ça qu'un bordereau est fait et envoyé au niveau de la police qui fait ses enquêtes. Donc c'est suite à la compilation de tous ces rapports que le président de l'organe exécutif, qui est le maire, délivre une autorisation d'occupation du domaine public. Les promoteurs et les pompistes concernés n'ont pas voulu s'exprimer sur le sujet. Malgré la réglementation du secteur en vigueur, force est de constater que beaucoup de ces points de vente de carburant gênent la circulation et obstruent les voies d'évacuation des eaux usées au détriment des riverains qui ne sont pas à l'abri des inondations en cette période de la saison des pluies. AES, actualité. Il est 7h09 à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Voyons à présent ce qui fait l'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, la modernisation de l'administration publique au cœur des échanges du Conseil national de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance du Burkina Faso. C'était à Ouagadougou à la faveur de sa session ordinaire de l'année en cours. La rencontre présidée par le chef du gouvernement, Rimtalda, Jean-Emmanuel Ouedraogo, visait à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de modernisation de l'administration publique. Hervé Kaboré de la Radio nationale du Burkina Faso. Instance suprême d'orientation en matière de modernisation de l'administration publique et de bonne gouvernance, la présente session permet aux membres du Conseil réunis autour du Premier ministre d'examiner les documents d'évaluation de l'année 2024 en matière de modernisation et de bonne gouvernance au Burkina, indique le ministre de la fonction publique, Mathias Traoré. Il s'agit premièrement du rapport d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de modernisation de l'administration publique qui contient 4 axes principaux. Nous avons aussi un deuxième document qui est le document relatif à la bonne gouvernance. Nous allons également évaluer la performance globale de l'administration. Le défi majeur de l'administration publique burkinabé reste les lourdeurs et bien d'autres mots énumérés par le Premier ministre comme contraire à l'esprit révolutionnaire. C'est pourquoi Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a appelé l'ensemble des acteurs à un changement de paradigme. J'engage nos administrations, qu'elles soient centrales, déconcentrées ou décentralisées, à changer définitivement de paradigme. Elles doivent désormais se positionner comme des pôles d'excellence et de solutions et non comme des sanctuaires réservés à quelques initiés. À cet effet, nos administrations devraient travailler à mettre un terme à la fluctuation des organigrammes, au télescopage de compétences et à la concurrence institutionnelle malsaine et l'efficacité de l'action publique. Le Premier ministre a également invité chaque ministre à demeurer dans une quête permanente d'excellence car les aspirations du peuple sont immenses. Et on va noter au Niger ce changement au niveau du commandement de la zone de défense numéro 5. La passation de commandement a eu lieu à Difa sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, Aliou Ibrahim de la Radio nationale du Niger nous en parle. En général, la garnison de Difa rassemblée pour la cérémonie de passation de commandement. C'est par une revue des troupes, suivie de la formule de passation consacrée, prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Maman Sani Kyo, à la place d'armes de la zone 5 de Difa, qu'a débuté sur la cérémonie militaire marquant la passation de commandement entre le général de brigade Ali Hamidou Issa, commandant sortant, et le colonel Omar Boubacar Bala, commandant entrant, qui est le colonel Omar Boubacar Bala. Issu du Britannique militaire Charles Choro de Saint-Louis au Sénégal, où il obtient en 1999 son baccalauréat scientifique, le colonel Omar Boubacar Bala intègre la même année l'Académie royale militaire de Meknes au Maroc. Après 4 années de formation, il en sort diplômé d'une licence en sciences et techniques ainsi que du brevet de chef de section toute arme. En 2004, il se spécialise dans l'artillerie au Royaume de Belgique. Sa carrière est jalonnée de plusieurs formations de perfectionnement et de haut niveau suivies à l'international. Cours de perfectionnement d'officier d'artillerie sol-sol au Royaume du Maroc, cours d'artillerie sol-air République populaire de Chine en 2010, cours d'état-major République fédérale d'Allemagne, École supérieure de guerre États-Unis d'Amérique en 2022-2023. De retour au Niger, il gravit progressivement les échelons à travers des postes de commandement et d'état-major. Le colonel Omar Boubacar Bala s'est distingué par une forte implication dans les opérations de sécurisation nationale. Il a également représenté le Niger dans plusieurs opérations extérieures et missions onusiennes.
retenir hors espace AES ce matin le deuxième sommet africain sur le climat qui s'ouvre ce lundi au Centre international de conférence d'Addis Abeba en Éthiopie. 45 chefs d'État et de gouvernement sont attendus ainsi que plus de 25 000 militants, représentants d'entreprises et d'institutions. Une étape pour clarifier les priorités du continent avant les grands rendez-vous internationaux à venir, notamment l'Assemblée générale de l'ONU, le G20 et la COP en fin d'année. L'Afrique qui ne veut plus donc seulement subir la crise climatique, son ambition est d'en faire une opportunité économique. Le continent détient 60% du potentiel solaire mondial et près de 40% du potentiel global en énergie renouvelable et son sous-sol regorge de minéraux essentiels à la transition écologique. À l'issue de ce sommet, les dirigeants africains signeront une déclaration commune pour montrer leur unité et leur engagement climatique aux investisseurs et à la communauté internationale. En Guinée, la distribution des cartes d'électeurs en vue du référendum constitutionnel du 21 septembre a démarré hier. Chaque Guinéen inscrit sur la liste électorale doit se rendre dans son quartier, là où il s'est fait recenser, pour retirer sa carte, obligatoire pour prendre part au scrutin. Les électeurs ont jusqu'au jour du vote, le 21 septembre donc, pour retirer leur carte. Pour cela, il faut présenter une pièce d'identité et le récépissé du recensement. La commission de la communauté économique des États d'Afrique centrale a un nouveau président. Réuni hier à Sipopo, en Guinée équatoriale, les chefs d'État de la CEAC ont porté à ce poste l'ambassadeur burundais et ex-chef de la diplomatie de son pays, Ezekiel Nibigira. Il dirigera l'exécutif de l'organisation pendant les 5 prochaines années. Il succède à l'Angolais Gilberto Verissimo, dont la gestion a été très décriée. Docteur en administration des affaires et finances, Ezekiel Nibigira est une figure de premier plan du parti présidentiel burundais, le CNDD-FDD, le Conseil national pour la défense de la démocratie, force de défense de la démocratie. La République démocratique du Congo, le chef des missions de paix de l'ONU dénonce les entraves imposées à la MONUSCO. Jean-Pierre Lacroix a bouclé hier une mission de 5 jours en RDC. Son déplacement l'a notamment conduit à Béni, devenu chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu depuis la prise de Goma par les rebelles de l'AFC M23. Lors d'une conférence de presse dans cette ville, il a dénoncé les entraves imposées par les insurgés à la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC, dont les autorités congolaises ne réclament plus le retrait en raison de la grave dégradation sécuritaire. Concernant le processus de paix, le haut responsable onusien des opérations de maintien de la paix a averti contre le risque d'un enlisement et a insisté sur la nécessité de résultats concrets sur le terrain. Les États-Unis, Donald Trump se dit prêt à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie, cela au lendemain d'une attaque aérienne donc sur l'Ukraine sans précédent par son ampleur. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky disait justement compter sur une réponse forte des États-Unis après cette attaque inédite qui a fait au moins 5 morts. Et puis le Proche-Orient, pour terminer, le Hamas prêt à s'asseoir immédiatement à la table des négociations après avoir reçu une nouvelle proposition de la part de Washington. Plus tôt, le président américain Donald Trump a annoncé avoir envoyé un dernier avertissement au Hamas pour un retour des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, assurant avoir averti le mouvement armé des conséquences en cas de refus. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et on revient ici au Mali dans la rubrique 5 ans de la transition. On s'intéresse ce matin au développement socio-sanitaire. Au cours des 5 dernières années, le ministère de la Santé et du Développement social a mené plusieurs activités pour renforcer le système socio-sanitaire au Mali. Parmi les réalisations notables, la construction ou la réhabilitation de certains centres de santé, la dotation en appareils de dialyse et d'imagerie médicale, en panneaux solaires, pour ne citer que cela. Koumba Sissé nous fait le bilan de ces actions. Le ministère de la Santé et du Développement social, sous la direction du colonel Assaba Diallo Touré, place la santé et le bien-être de la population malienne au cœur de l'action gouvernementale. Durant les 5 dernières années, ce département a mené des actions concrètes pour rapprocher des soins au plus près des populations. Du district de Bamako aux zones rurales en passant par les capitales régionales, des initiatives pour l'amélioration de la qualité des soins ont été prises par la chef du département. À cet effet, pour la prise en charge des cas de cancer, la radiothérapie de l'hôpital du Mali et la chimiothérapie de l'hôpital du Point G sont opérationnelles. D'autres grandes réalisations pour la qualité des soins sont
la chirurgie par laser à l'hôpital de Kati, la chirurgie cardiaque à cœur ouvert et la dialyse péritoniale à l'hôpital mère-enfant le Luxembourg. 40 appareils de dialyse ont été mis à la disposition de plusieurs structures de santé. Le président de la transition, à travers ses œuvres sociales, a construit et équipé 3 unités de dialyse au CCRF de la commune 4, de la commune 5 et au génie militaire, sans compter l'installation des panneaux solaires dans plusieurs centres de santé et hôpitaux du district de Bamako. Pour des couples qui sont confrontés à des problèmes de fertilité, l'unité de procréation médicalement assistée a été créée et est fonctionnelle depuis quelques années à l'hôpital du Mali. En matière d'équipement, l'hôpital de Kati et celui du Mali ont bénéficié chacun d'une machine d'imagerie par résonance magnétique et d'autres appareils de dernière génération pour le diagnostic et la prise en charge des différentes pathologies. En termes d'infrastructures, le CCRF de la commune 4 a été érigé en hôpital de district. La construction et équipement des CCRF de Kolokani et de Farako, du laboratoire de sécurité biologique de niveau 3 destiné à l'INSP pour renforcer la lutte contre la pandémie du Covid-19. Au Centre national d'appareillage orthopédique du Mali, un centre d'excellence pour la formation des orthophonistes a vu le jour. Plusieurs réhabilitations ont été également faites, comme la salle d'imagerie de l'hôpital de Sikasso, le laboratoire de virologie de niveau 2, avec branchement du P3 mobile à l'INSP, le bloc multifonctionnel de Kati, l'extension des 3 laboratoires des hôpitaux régionaux de Ségou, Mopti, de l'INSP de Bamako et du service d'imagerie de l'hôpital du Mali. Quant au point G, le centre de recherche et de formation médicale a été réhabilité et équipé pour le diagnostic des cancers et des maladies génétiques. D'autres travaux sont en cours, à savoir l'extension et la modernisation de l'hôpital de Tombouctou, la construction et l'équipement des services d'urgence de l'hôpital du district de la commune 5. Pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile, des sages-femmes ont été déployées dans les zones où l'accès aux soins est difficile. Côté développement social, parmi les activités enregistrées, il y a l'assistance et le relèvement économique des personnes en situation difficile, l'enregistrement biométrique des personnes déplacées internes et des rapatriés, octroi de statut de pupilles et assistance aux enfants des victimes de guerre et de catastrophes naturelles. Dans le cadre de l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle, on note la réalisation de 20 mutuelles interprofessionnelles de cercle, de la campagne de sensibilisation pour l'extension de l'assurance volontaire et le renforcement du dispositif du RAMED pour la prise en charge des indigents, pour ne citer que cela. Le ministère de la Santé et du Développement social a organisé les États généraux de la santé et le premier forum humanitaire de l'AES. Ces 2 grands événements consistent à renforcer les systèmes socio-sanitaires au Mali et à lutter contre l'exclusion sociale afin que chaque citoyen, de près ou de loin, puisse bénéficier de ses droits à la santé et à l'assistance humanitaire. Autre grand événement, le Mali a été honoré lors de la 75e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique à Lusaka, en Zambie. Le colonel Assaba Diallo Touré a été élu première vice-présidente de l'organisation régionale. Cette participation contribuera à renforcer la visibilité du pays et à consolider les partenariats en faveur de la santé et du développement social. De la santé au sport, on a donc franchi allègrement le pas et on va retrouver maintenant Fotigui Tunkara en direct pour l'actu des sports. Bonjour Fotigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. Et on va commencer par du foot, bien évidemment. La Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, l'édition 2025, a connu son épilogue hier avec la victoire de Koulikoro, vainqueur de Mopti, 5-3 au tir au but. Oui, Koulikoro s'adjuge le trophée de l'édition 2025 de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta. En finale disputée hier au stade Mamadou Konaté, plein à craquer. L'équipe de Koulikoro a gagné contre celle de Mopti par le score de 5-3 au tir au but. À l'issue du temps réglementaire, le score était d'un but partout. Tenant du titre, Koulikoro conserve son trophée, une grande première dans cette compétition. Pour le Premier ministre qui a présidé la finale, ces tournois illustrent la vitalité de la jeunesse malienne. Une jeunesse toujours mobilisée pour faire face
face à la désinformation, tout comme aux autres défis du moment. Pour le général de division, Dr Abdoulaye Maïga, les sports véhiculent beaucoup de valeurs. Nous l'écoutons au micro de Mamari Koné et Alou Touré. Je voudrais, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, féliciter l'équipe vainqueur, qui est l'équipe de Koulikoro, qui remporte pour la deuxième fois d'affilée la super coupe de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. L'équipe de Mopti n'a pas démérité. Ceci dit, je voudrais, au nom du chef de l'État, féliciter l'ensemble des équipes qui ont pris part à ce tournoi extrêmement important pour la vie et la cohésion dans notre pays. Il est important également de souligner que, en tout cas, ce tournoi illustre à juste titre la vitalité de la jeunesse malienne. Une jeunesse qui constitue le fer de lance de la refondation de notre pays. Une jeunesse sur laquelle son Excellence le général d'armée Assimi Goïta fonde énormément d'espoir. Une jeunesse qui est toujours restée mobilisée chaque fois que cela leur a été demandé pour faire face justement à la désinformation, être mobilisée contre les différentes menaces auxquelles notre pays est confronté. Je voudrais également rappeler que les équipes qui ont participé à ce tournoi ont eu l'occasion de promouvoir les valeurs de fraternité, les valeurs de fair play. À ceci, bien entendu, je voudrais également associer tout le public sportif. Rappeler que le sport véhicule énormément de valeurs. Et parmi ces valeurs, nous savons, c'est le renforcement de la cohésion nationale. Et cette dernière valeur, pour un pays comme le Mali, bien entendu, a énormément de signification. Nous avons connu une crise multidimensionnelle depuis 2012. On le sait également que les plus hautes autorités ne ménagent aucun effort pour faire face à la situation sécuritaire, pour éradiquer définitivement le terrorisme dans notre pays. Et ceci commence d'abord et avant tout par le renforcement de la cohésion nationale. À ceci s'ajoutent également les efforts immenses déployés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, auxquelles je voudrais également transmettre les remerciements et les félicitations de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Voilà, Yaya Konaté, c'était là donc le Premier ministre, le général de division, Dr Abdoulaye Maïga, à l'issue donc de la finale de la Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta. C'était au micro donc de Mamari Koné et Alou Touré. Alors pour rappel, en match de classement samedi, Bougouni a gagné contre Tombouctou par le score de 4-1. À noter que le tournoi a enregistré cette année la participation de toutes les régions du Mali, plus le district de Bamako, ainsi que 3 institutions du pays. Félicitations donc aux hommes de Koulikoro. Nous allons passer aux éliminatoires du mondial 2026. Les Aigles du Mali sont à Accra, au Ghana. Ils affrontent ce soir les Black Stars au compte de la 8e journée du groupe I. Oui, coup d'envoi 19h temps universel à Accra Sport Stadium. Ce sera sous la direction de l'arbitre sud-africain Luxolo Badi au centre. Il sera assisté de son compatriote Cledwin Baloyi comme deuxième assistant et du Lesotho sur Fotswan au poste de premier assistant. Le quatrième arbitre ou arbitre réserve sera le Namibien Negongo Naftal avec les allures d'un match coupé pour les Aigles du Mali qui n'ont plus le droit à l'erreur. C'est Ghana-Mali comptant pour la 8e journée des éliminatoires du mondial 2026 est à la fois un match de tous les espoirs et celui de tous les dangers pour les Aigles du Mali qui doivent forcément gagner pour continuer à espérer une éventuelle qualification historique à la Coupe du monde de football. Tout autre résultat différent de la victoire va sérieusement compromettre et hypothéquer le peu de chances qui leur reste encore à défaut de les enterrer définitivement. Les Aigles du Mali et leur encadrement technique qui ont minutieusement préparé cette rencontre en sont bien conscients. Les enjeux de ce match avec nos envoyés spéciaux à Accra, Ardumatina et Sambou Diakité. Les Black Stars du Ghana sur la route des Aigles du Mali à l'occasion de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans le groupe I. Les protégés du sélectionneur Tom Saint-Fit, après leur brillant succès contre les Comores, sont décidés de défier le Ghana chez lui.
Lassana Koulibaly, milieu de terrain des Aigles du Mali. On sait à quel point ce match est très très important pour nous et surtout pour la qualification. Et voilà, on sait que Ghana aussi c'est une équipe très très costaud, surtout à domicile. On sait qu'on a notre destin en main. On ne devrait pas compter sur d'autres équipes. Voilà, aujourd'hui on a tout. Je pense qu'avec tout le travail qu'on a fait depuis qu'on est arrivé, si on continue ce chemin, il n'y a rien qui nous empêchera d'avoir la victoire au Ghana. Tom Saint-Fit, sélectionneur des Aigles du Mali. Ghana, c'est une bonne équipe avec beaucoup de qualité. Ils n'ont pas fait le meilleur match au Cachat. Ils veulent enfoncer et on va jouer là-bas. C'est jamais facile. Mais on a entraîné ici au Berkane notre stratégie. J'ai confiance de mon équipe. On a beaucoup de respect pour Ghana. C'est une grande équipe en Afrique et au monde. On se rappelle, dans cette campagne éliminatoire, les Aigles avaient été battus à Bamako 2-1 par les Black Stars du Ghana lors de la 3e journée le 6 juin 2024. Les Aigles revanchards sont hyper motivés pour s'imposer ce lundi afin de garder toutes leurs chances de qualification. Accra, Adjoumatina, Samoudiakité pour le RTM. Alors, Yakunote, on va souhaiter bonne chance aux Aigles du Mali. Alors, je précise que vous pourrez donc suivre cette rencontre sur nos antennes télé et radio à partir de 19h. Toujours dans le groupe I, cet après-midi, Madagascar accueillera le Tchad au stade de la Zaouli de Casablanca aux environs de 16h temps universel. Hier, les Comores se sont à nouveau relancés en gagnant en déplacement 2-0 contre la Centrafrique. Grâce à cette victoire, les Sélacantes s'emparent provisoirement de la 10e place du groupe avec désormais 15 points, derrière le Ghana 16 points et devant Madagascar 13 points. Les Aigles du Mali sont encore relégués à la 4e place devant la Centrafrique 5 points et le Tchad seulement une unité. Et on va attendre avec impatience ce match contre le Ghana. En attendant, on va changer de discipline. Afrobasket, U16 filles et garçons, Kigali 2025. Le Mali effectue sa 3e sortie demain mardi chez les filles. Ce sera contre la Guinée-Conakry et ce sera à 9h. Oui, après sa victoire 52-44 mercredi contre l'Angola et son succès 65-38 samedi face à la Côte d'Ivoire, le Mali affronte la Guinée-Conakry demain mardi. Le coup d'envoi est prévu pour 9h. Une nouvelle victoire permettra au Mali de trôner sur le groupe B qu'il domine déjà avec 4 points devant l'Angola 3 points, la Côte d'Ivoire 3 points également et la Guinée-Conakry 2 points. Dans l'autre match du groupe, l'Angola jouera contre la Côte d'Ivoire à partir de 14h. Un seul match est au programme ce lundi. Ça oppose le Rwanda à la Tunisie aux alentours de 11h30. Chez les garçons, le Mali a effectué hier sa 2e sortie. Les jeunes Maliens ont battu leurs homologues du Maroc par le score de 67-54. Ils réalisent ainsi le 2-2 après leur succès 69-57 jeudi contre le Libéria. Les Libériens qui ont d'ailleurs concédé leur 2e défaite d'affilée hier en s'inclinant devant l'Égypte 61-74. Au programme ce lundi, Guinée-Conakry, Ouganda à 14h et Tunisie-Cameroun à 16h30. Tout comme chez les filles, dans le groupe B, le Mali est en tête du groupe C chez les garçons avec 4 points, devant l'Égypte 4 points également, le Maroc 2 points et le Libéria 2 points également. On va terminer avec cette CAN junior de handball féminin à Oran en Algérie. Le Mali, pour son entrée en scène, a perdu hier 39-16 contre l'Algérie, le pays hôte. Oui, entrée en scène ratée donc pour les Maliennes à la CAN junior du handball féminin qui se déroule à Oran en Algérie. Au compte de la première journée hier, le Mali a perdu contre l'Algérie 39-16. Malgré la défaite, la Malienne Kani Cissé du Sigidekaï a été désignée meilleure joueuse du match. C'était donc l'espoir et c'était Fotigui Tunkara en direct. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Pareillement. Et la sagesse populaire qui nous enseigne Fotigui que celui qui vend les œufs ne doit jamais être à l'origine d'une bagarre dans le marché. Celui qui vend des œufs ne doit jamais être à l'origine d'une bagarre dans le marché. Quand on est en situation de vulnérabilité, il ne faut pas tenter le diable. Belle sagesse. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Dépasser la simple maîtrise de l'écriture et du calcul pour inclure l'accès à l'information, la communication et l'utilisation des technologies numériques, l'alphabétisation à l'ère numérique, c'est le thème de la journée internationale de l'alphabétisation célébrée aujourd'hui. Des actions sont en cours pour introduire l'outil numérique dans les programmes d'alphabétisation au Mali. Du carburant au coin de la rue, un danger au coin de la rue, la prolifération des points de vente de carburant dans nos centres urbains et particulièrement dans la capitale inquiète les populations.
région, un incendie survenu le mois dernier à Djilibougou de Manzana relance le débat sur cette proximité des mini-stations avec les habitations. Que dit la loi? Vous avez eu des réponses bien évidemment dans le dossier de cette édition. Dans la rubrique 5 ans de la transition, on s'intéresse ce matin au développement socio-sanitaire, construction ou réhabilitation de centres de santé, équipement en appareils de dialyse et d'imagerie médicale, en panneaux solaires. Les actions entreprises par le ministère de la Santé et du Développement social sont nombreuses. En toile de fond, l'amélioration de l'accès des Maliens aux soins de santé, mais aussi à une meilleure couverture sociale. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, le Burkina Faso évalue les progrès accomplis dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale de modernisation de l'administration. Une réunion présidée par le Premier ministre. Et au Niger, la zone de défense numéro 5 change de commandement. Cérémonie de passation à Difa sous l'œil vigilant du chef d'état-major de l'armée de terre. Un sommet africain sur le climat s'ouvre aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. 45 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, ainsi que plus de 25 000 militants, représentants d'entreprises et d'institutions. Une étape pour clarifier les priorités du continent avant les grands rendez-vous internationaux à venir. L'Assemblée générale de l'ONU, le G20, la COP en fin d'année notamment. Et les sports du foot, jour de match pour les Aigles du Mali. Tom Senfit et ses protégés sont à Accra au Ghana où ils affrontent ce soir les Black Stars. 8e journée dans le groupe I des éliminatoires du mondial. Ici au Mali, Koulikoro repart avec son trophée pour la deuxième fois consécutive. La cité du Meguetan remporte la Super Coupe générale Assimi Goïta. L'actualité des sports, c'est aussi le basketball avec l'Afro-Basket U16 qui se poursuit à Kigali au Rwanda. Et les 7 heures passées de 35 minutes, c'est la fin de cette édition. Vous avez été servi ce matin par Aliou Koulibaly à la mise en onde, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation, coordination Ousmane Dao, présentation Yaya Konaté. À suivre les infos météo qui seront suivies de la rubrique des avis et communiqués, une présentation ce matin de Fatim Dambélé. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne journée, excellent début de semaine à tous, au revoir.